Bonjour à tous et bienvenue. Si vous êtes ici, c'est pour essayer de découvrir les bases de PowerPoint. Alors, vous avez le fichier directement téléchargeable dans la description et on se lance. Le voici, je l'ai là moi aussi, on démarre ensemble. La première chose qu'on peut voir sur PowerPoint, c'est déjà sa construction. Vous avez donc le menu, le bandeau. Sur le côté gauche, vous avez les différentes diapositives qui vont être présentées. D'accord ? Et au milieu, votre diapositive, voici pour l'essentiel. Ce que nous avons aussi tout en haut, ici, c'est dans la barre d'accès rapide. Vous avez de quoi lancer la présentation. Vous l'avez aussi ici tout en bas à droite dans la barre d'état. Et enfin dans le menu diaporama. Le principe de PowerPoint, c'est de lancer une présentation. Faites échappe pour quitter la présentation si vous l'avez lancée par vous-même. Commençons au début. Tout d'abord, il faut arriver à comprendre les raccourcis clavier. Je vais parler pour PC, il faut savoir que pour Mac c'est quasiment pareil. Parfois ces commandes, ça change un petit peu, le fonctionnement n'est pas exact, le comportement n'est pas exactement le même, mais vous vous en sortirez. Déjà la touche Shift ou majuscule, qu'est-ce qu'elle permet? La première chose, si je prends une forme et que je la modifie en tirant un coin, il ne se passe rien. Si je maintiens Shift, mon ratio va être similaire. Et vous pouvez voir que là, j'ai une ellipse. Si je tire, ça ne me fait pas un cercle. C'est juste que mon ellipse va garder son ratio. Ça, c'est le premier choix qu'on peut avoir. Le deuxième choix, c'est lorsque je décide de déplacer une forme. Si je déplace une forme, je suis libre de la mettre où je veux. En maintenant la touche Shift, dans ce cas, je vais être bloqué soit sur la ligne horizontale où se trouvait cette forme au début, soit sur la ligne verticale. Je vous remontre, ma forme est en plein milieu de la croix. Je maintiens Shift et je la déplace. Elle restera sur la ligne horizontale ou sur la ligne verticale. Je ne pourrai pas la mettre dans un coin. Ça me permet de rester toujours bien aligné. La troisième chose que permet de faire Shift ou la touche majuscule, attention, pas avec le cadenas, avec la petite flèche, c'est de sélectionner plusieurs éléments en même temps. Si je maintiens Shift, je peux cliquer sur les différents éléments. Si je reclique dessus, je vais bien évidemment les désélectionner. En parlant de ça, pour sélectionner sur PowerPoint, vous avez plusieurs façons. Entourer directement vos formes. Attention, si jamais vous n'avez pas recouvert complètement la forme comme actuellement avec mon cercle, elle n'est pas sélectionnée. La deuxième façon, c'est Shift. Et la troisième façon, c'est CTRL, qui parfois sera plus utile. Donc maintenez la touche CTRL. Peut-être que c'est commande sur Mac. Passons d'ailleurs à la touche CTRL. La touche CTRL va me permettre peut-être de sélectionner plusieurs choses, mais surtout lorsque je modifie une forme en tirant dans un coin, de cette fois-ci ne pas conserver le ratio, mais de rester au centre de ma forme. Regardez avec le cercle bleu. Si je le tire normalement, il va dans le coin. Si je maintiens CTRL, il se positionne au milieu de ma forme. Bien entendu, vous pouvez la combiner avec Shift si vous voulez garder le ratio de votre cercle parfait. La deuxième chose que permet de faire CTRL, c'est lorsque vous avez sélectionné un ou plusieurs éléments et que vous maintenez CTRL, vous allez pouvoir le déplacer et créer des copies. On reprend sur le principe de base, je sélectionne ma forme, je maintiens la touche CTRL, je la déplace et je la mets où je veux. Essayez de viser les deux points. Attention, si une forme est sélectionnée, n'oubliez pas que CTRL en sélectionnera une deuxième. Et à ce moment-là, vous allez dupliquer vos deux formes en même temps. Passons maintenant à la touche Alt. Alt va permettre de pouvoir déplacer des éléments en évitant les petites lignes d'accroche. Je vous montre. Commençons par insérer une forme. Pour insérer une forme, je vais dans Insertion, tout là-haut. Je clique sur Insertion ou Insérer selon votre version. Vous trouvez le menu Forme et nous allons sélectionner la forme de goutte qui est juste ici, qui s'appelle larme. Une fois que j'ai cliqué sur cette goutte-là, je vais avoir une petite croix.
Je vais maintenir majuscule pour dessiner. Ça, c'est pour avoir une forme bien ronde pour moi. Et je valide. Première chose, j'ai réussi à dessiner ma forme. Je recommence. Insertion. Forme. On choisit l'alarme. Je maintiens Shift parce que j'en ai envie, mais c'est pas obligé. Je maintiens le clic et je dessine en traçant une ligne diagonale ma forme. La deuxième chose que je fais, c'est ce point jaune là qui va me permettre de modifier ma forme. Je vais la tirer au maximum en haut à droite. Puis, je vais prendre la poignée de rotation ici et je vais faire tourner ma forme pour avoir la pointe vers le bas. Enfin, si elle est trop grande, je maintiens CTRL et majuscule pour la réduire sur sa forme et avoir la taille adéquate. Vous pouvez toujours affiner sa rotation ou son installation. Et maintenant, je vais la placer par exemple pour piquer sur Le Mans ou sur Tours, sur Angers, enfin choisissez votre ville. Mais malheureusement, je vais avoir des lignes rouges qui m'empêchent de le positionner exactement où je veux. Donc je vais vous montrer. Je vais zoomer un peu dessus en maintenant la touche CTRL et la roulette de ma souris. Je vais bouger ma forme, mais cette fois-ci je maintiens Alt. En maintenant Alt, vous voyez que je n'ai plus les petites lignes rouges qui m'accolent et je peux la positionner exactement au pixel près où je peux. À vous d'essayer de déposer vos formes en maintenant Alt. Je vous montre maintenant que j'en ai fait plusieurs, en maintenant CTRL et en déplaçant. À votre tour. Bien évidemment, majuscule, CTRL et Alt sont entièrement utilisables entre elles. On voit bien, là j'ai ma forme de base, avec toutes les lignes rouges, je les tire. Je maintiens majuscule, comme ça je garde le ratio du cœur. Je maintiens CTRL, comme ça il grossit sur son centre. Et enfin, je maintiens Alt pour arrêter d'avoir toutes ces petites lignes rouges qui clignotent et qui me bloquent mon cœur à certaines tailles précises. Passons maintenant à un menu qui est très utilisé, mais qui restera à utiliser simplement au début. On n'y retouche pas pendant l'utilisation de PowerPoint normalement. On va dans le menu Conception. Dans le menu Conception, vous aurez différents thèmes déjà pré-réglés par PowerPoint, mais l'intérêt ce sera vraiment de créer le vôtre. Alors je ne vais pas parler de ces thèmes ici présents. Ce qui m'intéresse le plus, ce sont les variantes sur le côté. Ici, vous avez des menus, typiquement couleur, police, effet ou style d'arrière-plan. Nous allons regarder ça plus en profondeur. Dans les couleurs de base, comme par exemple je veux colorier du texte, j'ai les couleurs du thème et les couleurs standards. Ici, je vous ai recopié les couleurs du thème et les couleurs standards pour qu'on puisse bien voir ce qu'il se passe dans votre version de PowerPoint. Si dans les variantes, je clique sur la petite flèche, je peux ouvrir les couleurs. Et là, je vais être capable de changer les couleurs du thème en dégradé de rouge, de vert jaune, de bleu vert, de rouge violet, de violet, un autre type de violet, ou encore sillage, une autre version un peu plus punchy. À vous de sélectionner ce que vous voulez. Ce qui est important de remarquer, c'est que cette variante-là, ces couleurs-là vont impacter tout ce qui est concerné, c'est-à-dire les couleurs du thème. Regardez mes graphiques SmartArt qui sont sur le côté. Si jamais je change, elles vont changer. Sauf les trois petites couleurs-là. Pourquoi ces couleurs ne changent pas? C'est simplement parce que j'ai utilisé des couleurs standards. Et les couleurs standards ne changeront jamais. C'est pour ça, attention de bien faire attention à quasiment toujours utiliser des couleurs du thème pour avoir quelque chose qui correspondra toujours à votre thème, quel que soit le changement de dernière minute de l'une ou l'autre personne. Vous pouvez gérer la taille des diapositives, savoir si c'est du 16/9 qui est classique pour les grands écrans ou en 4/3. Et enfin, vous pouvez remplir l'arrière-plan d'une autre couleur, par exemple. Nous reviendrons là-dessus plus tard. Une fois que vous avez touché au menu conception, vous pouvez aussi modifier la police. Ici, je suis en Aptos, vous êtes peut-être en Calibri.
ou en Arial, en Corbel ou ceinture gothique ou toute autre police différente que vous avez sur votre ordinateur. Il faut savoir que vous avez toujours deux polices. Celle qui est en haut, c'est celle des titres. Celle qui est en dessous, c'est celle du texte. Regardez, entre les deux que j'ai pu personnaliser, la deuxième police, uniquement le texte, change. Si vous voulez personnaliser les polices, vous avez un bouton en bas pour choisir quelle police vous allez utiliser. Essayons de comprendre un petit peu PowerPoint. Depuis tout à l'heure, nous passons de slide en slide ou en français de diapositive en diapositive. Là, c'est très simple. Vous allez dans le menu Accueil, vous aurez une nouvelle diapositive et vous choisissez quelle disposition vous voulez. Est-ce que c'est pour mettre un titre à son contenu, pour séparer une partie, deux contenus, faire une comparaison, un titre seul, etc., etc. On peut en avoir énormément. Il y a une deuxième chose, si vous allez dans Accueil, pardon. Il y a une deuxième chose si vous êtes dans Accueil, qui est juste ici, c'est la disposition. Là, ça me permet, quand je suis dans ma slide, de changer de disposition. Repasser en titre et contenu, ou alors rester sur quelque chose de vide. À droite, ce qui s'ouvre à chaque fois, c'est le concepteur de PowerPoint qui est là pour essayer de faire PowerPoint à votre place. C'est une mauvaise idée de l'utiliser, donc je lui demande d'arrêter de me proposer des suggestions jusqu'au redémarrage de PowerPoint. Vous avez ici deux images qui sont insérées. Nous allons vouloir travailler un petit peu sur cette image. L'image de la femme, je vais donc l'agrandir pour qu'elle prenne quasiment toute la diapositive en hauteur. Sauf que je vois bien que si je la mets derrière, elle va être à moitié cachée par l'autre image, ça ne me convient pas. Une fois que j'ai cliqué sur cette image-là, je peux aller dans Format de l'image et je vais pouvoir supprimer l'arrière-plan. Ce n'est pas toujours très efficace, ça dépend de vos couleurs, mais ça peut dépanner parfois. Lorsque vous sélectionnez Supprimer l'arrière-plan, en fait, PowerPoint va essayer de repérer les différentes couleurs proches et les supprimer. Ici, on lui a effacé un petit peu le bas de sa robe, ça ne nous convient pas. Donc, je vais pouvoir marquer les zones à conserver. Simplement besoin de colorier rapidement avec le feutre dessus et c'est bon. Entre les doigts, ici, j'ai des zones qui ont été gardées. Je peux décider de les supprimer en cliquant rapidement dessus. Si j'ai un peu trop supprimé, n'ayez crainte, vous pouvez toujours tout récupérer. Après, c'est un jeu de patience et normalement, on devrait y arriver. N'essayez pas de récupérer les petits cheveux, ça n'est pas du Photoshop, c'est un usage complètement différent. Ah, attention, ici j'ai des zones à supprimer, vous voyez, je les corrige rapidement en rouge et je fais conserver les modifications. Voici, j'ai pu mettre ma femme qui va présenter ma diapositive plus facilement. Maintenant, j'ai besoin d'aligner mes formes. Et pour pouvoir les aligner, je vais faire un clic droit et utiliser les grilles et repères. Je vais ajouter un repère vertical, qui se met au centre par défaut, et je vais ajouter un repère horizontal. Ce qui va m'intéresser dans ma grille ici, ça va être plutôt de trouver le tiers. Pour les photographes, ils utilisent les photos sur un tiers, qui doit être à peu près par là. Comme ça, j'ai coupé ma diapositive, j'ai un tiers en haut, deux tiers en bas. Et le principe va être d'aligner les yeux de la personne sur cette ligne-là. On voit bien que le photographe a respecté cette ligne des tiers parce qu'on n'est vraiment pas loin. Ça permet de rééquilibrer la présentation. Bien évidemment, ces lignes ne seront pas présentes lors de l'affichage du diaporama. Vous pouvez ajouter autant de grilles et de repères que vous voulez. Si ça vous permet d'aider à restructurer votre slide, n'hésitez pas à l'utiliser pour vous repérer autant comme vous voulez. Passons à la slide suivante. Si je veux effacer mon repère, je fais un clic droit sur le repère et je les supprime. Prenons mes formes. Ici, j'ai inséré un carré et ici un hexagone.
Une forme, lorsque vous cliquez dessus, vous ouvrirez le menu format de forme. Le format de forme va m'être très utile parce qu'il va me permettre notamment de changer la couleur de remplissage de la forme, de changer le contour de la forme, et après je vous invite à toujours aller plus loin. Le contour, vous allez pouvoir le faire plus ou moins épais. Le remplissage, on pourrait par exemple le laisser vide. Voici donc un rectangle à contour violet. Mais dans les contours, je peux même le dessiner un peu comme un croquis, un peu différent. Un croquis un peu mieux fait, quelques dessins un peu particuliers. Je pourrais mettre des traits d'union, si jamais ça ne me convient pas, des points, des lignes. Vous avez énormément d'effets, je vous invite à vraiment fouiller dessus. Dans le remplissage, il y a une chose qui est très intéressante, c'est dans autre couleur de remplissage, vous allez pouvoir choisir la transparence. C'est-à-dire que si je mets un effet par-dessus l'autre, je vais pouvoir voir le mélange de mes couleurs. Autre couleur de remplissage, transparente. Je vais mettre par exemple du jaune et du bleu et ça me fera une sorte de vert à peu près. D'accord ? Vous allez pouvoir donc jouer sur la superposition de vos couleurs grâce au transparent. Si la forme n'est pas à l'endroit où je veux, je peux la reculer ou l'avancer pour la mettre devant ou derrière la forme de mon choix. Maintenant, notamment sur PC, et sur Mac vous le verrez un peu différemment, vous aurez cette petite icône là. Ouvrez-la. Ici, vous allez trouver les options de forme avec énormément de choix que vous ne verrez pas habituellement. Par exemple, je vais me remettre un rectangle avec une bordure classique, un tiret tout plat et pas de croquis. Pardon, je vais faire une épaisseur un peu plus grosse pour qu'on voit bien à l'écran. Ici, j'ai donc un rectangle avec des bords bien droits. Dans ces outils de format de forme, je vais pouvoir regarder les options de contour et sélectionner exactement ce que je veux. Je pourrais déjà avoir un trait dégradé, on va mettre différentes couleurs. Je peux choisir l'angle de mon dégradé et le faire tourner pour l'avoir exactement à la précision, au degré près de ce que je veux. Vous pouvez mettre évidemment plusieurs couleurs, hein, vous n'êtes pas limité là-dessus. Vous pouvez gérer la transparence de chaque petit point de votre dégradé ou de votre couleur unie si jamais il n'y en a qu'une. Vous pouvez gérer la luminosité aussi. Est-ce que c'est une couleur qui va être très lumineuse, très flashy, ou au contraire très sombre, plutôt noir? La largeur du trait, bien évidemment. Le style croquis, la composition. Mais ce qui va nous intéresser maintenant, c'est le type de joint. Ici, on a des joints en angle. On pourrait avoir des arrondis. On pourrait avoir des biseaux. Et les extrémités, ce seront plutôt pour les flèches. Essayez ces options-là. Vous avez bien évidemment le remplissage qui peut lui être aussi un dégradé. Encore une fois, dans le sens que vous voulez. En linéaire, en radial, en rectangulaire. Choisissez après exactement ce que vous désirez. Des formes comme des hexagones peuvent se cumuler entre eux. En format de la forme, regardez, je vais essayer de me faire un hexagone qui soit parfait. C'est-à-dire, allez, 7 cm par 7 cm. J'essaie de gérer après mon écartement, peut-être un peu plus plat. Et je vais pouvoir le copier-coller et ainsi assembler mes différentes formes. Ce qui vous permettra de faire le maillage de votre choix. Continuons sur les formes. Vous avez aussi beaucoup d'effets. L'ombre, la réflexion, la lumière, les bordures des outils, les biseaux et la rotation 3D. L'ombre, on peut le voir ici et on va le trouver sur le menu de droite, juste cette petite icône avec un reflet, ce pentagone avec un reflet. L'ombre ici, je peux voir la taille de l'ombre. Je vais pouvoir voir si elle est plus ou moins transparente.
si elle est plus ou moins floue et si elle a plus ou moins d'angle. Je peux travailler aussi sa distance et j'ai bien entendu pouvoir jouer sur des présélections qui sont déjà toutes programmées pour nous. Le deuxième, c'est le reflet. Le reflet, ça fait la même forme qui est répétée en dessous comme on se retrouve dans le miroir d'eau. Alors on va commencer. Déjà, est-ce que le reflet est plus ou moins transparent? Est-ce qu'il est plus ou moins long? Est-ce qu'il reproduit quasiment toute votre forme ou pas? Est-ce qu'il est, je vais mettre ça, est-ce qu'il est plus ou moins flou, dissipé comme sur une eau trouble? Est-ce qu'il est plus ou moins lointain? Après, nous avons les éclats, comme on l'a sur le rectangle, sur le carré bleu. Vous avez la taille de l'éclat, c'est comme une lumière autour d'elle et sa transparence. Vous pouvez bien entendu choisir la couleur que vous désirez. Le troisième, bord estompé. Alors il y a des présélections, mais le principe c'est simplement qu'on peut estomper plus ou moins le bord de votre carré. Le dernier, qui est un peu plus complexe, c'est le biseau, les bords biseautés. Pour cela, je vais vous montrer par où on passe plutôt par là-haut. Vous avez les biseaux qui sont des effets 3D déjà préprogrammés. En parlant d'effets 3D, voici deux cubes qui paraissent similaires. Le premier est en fait trois carrés qu'on a assemblés entre eux. On va le refaire ensemble. Je vais prendre le carré bleu par exemple, le copier et le coller. Je vais lui supprimer tous ces effets. Oh, attendez, même pas. On va plutôt se prendre un nouveau carré. On va prendre une forme rectangulaire, on maintient Shift et on dessine un carré. Là, je vais prendre un effet de rotation 3D et je vais prendre la troisième icône qui est en parallèle. Je vais dupliquer cette forme, CTRL D, commande D ou alors copier-coller. Je vais prendre une rotation 3D, cette fois-ci je vais faire le bord du cube, le deuxième choix. Et je peux faire la même chose encore une fois avec le premier choix. Simplement en les accolant l'un près de l'autre, j'ai pu me refabriquer un cube. Vous voyez qu'il ne s'est pas parfaitement collé. N'oubliez pas que la touche Alt va vous permettre de viser ça au plus précis pour vraiment pouvoir gérer exactement ce que vous voulez. Le deuxième cube est différent. En fait, ce n'est qu'un seul carré qu'on a agrandi dans les effets 3D avancés. Je vous montre dans les menus de forme, ici sur le côté. Dans les effets, je vais prendre le format 3D. Ici, je peux gérer la profondeur qui est actuellement à 151. Je vais lui mettre une profondeur de 3 et on va essayer de le voir s'agrandir petit à petit. Ça vous permet d'avoir une sorte de pavé et vous pouvez choisir la profondeur. Vous pourrez bien évidemment choisir à quoi ça ressemble un petit peu. Est-ce que c'est un peu transparent? Est-ce que c'est un effet rempli? Est-ce qu'il y a un éclairage un peu différent sur le côté, chaleureux, rafraîchissant? Est-ce que les bords sont un peu arrondis? Est-ce qu'il y a un éclairage un peu spécial, très lumineux, etc., etc. Et enfin, nous en reparlerons plus tard. Je ne vais pas insister dessus, mais il reste après la rotation 3D. Donc la rotation 3D va permettre de faire pivoter votre forme dans le sens que vous voulez. Passons à la forme suivante. Nous allons pouvoir maintenant combiner des formes. Ici, j'ai deux formes de gouttes qui ont été tirées que vous reconnaissez. L'une avec un cercle orange, l'autre un cercle blanc. En fait, ce n'est pas un cercle blanc, c'est un trou à l'intérieur. Regardez, on va l'organiser, on va le mettre au premier plan. C'est un trou qui est à l'intérieur, on peut voir au travers. On peut faire ça simplement en sélectionnant la première forme qui était la forme de goutte. Je maintiens majuscule pour sélectionner la deuxième forme orange, et bien dans cet ordre-là, d'abord la bleue, après la orange. Je vais dans format de forme, et sur la gauche, juste ici, je vais trouver cette petite icône qui va permettre de fusionner les formes. Et nous, on va soustraire, c'est-à-dire retirer le orange à la forme bleue.
vous avez maintenant une icône qui est transparente, qui est trouée, pardon, qui est percée. De l'autre côté, on va prendre cette pseudo tête de Mickey qui est 3 cercles ensemble. Je dois prendre d'abord le premier cercle qui m'intéresse, c'est celui que je veux conserver. Ici, je veux garder ma tête de Mickey toute noire, on va dire. Donc, je vais sélectionner la tête, maintenir majuscule pour sélectionner les deux autres formes. Et pareil, sauf que je ne vais plus faire soustraire, mais je vais faire unir. Maintenant, j'ai une tête de Mickey qui représente une seule forme. Vous pourrez ainsi vous amuser à découper vos formes, les accrocher, les rajouter, etc. Essayons ça tout de suite. Et si nous dessinions Mickey ensemble? Alors, pour ne pas perdre trop de temps dans cette vidéo-là, je vous ai déjà préparé toutes les formes, mais vous verrez qu'il ne s'agit que de petits cercles, d'ellipses ou de petites formes modifiées. Regardons ça, comment on peut retrouver toutes les formes que j'ai cachées? Il va falloir afficher le volet sélection. Vous pouvez le trouver dans Accueil, Organiser, Volet sélection. Regardez, il y a tout un tas de formes qui ont été masquées. Si vous n'avez pas le cadenas, c'est normal, ce n'est pas dans toutes les versions. Le cadenas permet de ne plus pouvoir bouger une forme qu'on aurait utilisée, ici par exemple le titre 1, pour éviter les accidents. Si vous ne l'avez pas, c'est normal. On va d'abord regarder que j'ai pu numéroter toutes mes formes et vous n'allez activer que les E1, la partie 1, en décochant les différents yeux qui sont déjà masqués. Ici, vous voyez, j'ai fait des cercles, j'ai modifié un peu certains cercles. Alors, comment j'ai fait? Je suis allé dans Format de forme. Cette fois-ci, j'ai modifié une forme après en avoir sélectionné une et j'ai modifié les points. Par exemple, cette oreille, je la veux un peu plus tournée dans ce sens, là ou là. Vous allez pouvoir ainsi rajouter des points, les écarter, les agrandir, faire les oreilles que vous voulez. Maintenant, je lui ai fait plusieurs formes. Je vais toutes les sélectionner, c'est-à-dire aux têtes, bouche, menton, oreille droite et oreille gauche. Alors attention, si vous essayez de sélectionner plusieurs choses en même temps, ça ne marchera pas avec Shift. Il faudra maintenir la touche CTRL pour les sélectionner directement dans le volet de sélection. Maintenant que je les ai sélectionnés, je vais les fusionner et les unir. Voilà, je me suis fait une tête de Mickey. On va renommer ça tête fond. Maintenant, je vais sélectionner tous les E2 qui s'appellent face. Ceux-là aussi, je vais les unir. Ça me permet de décider une seule forme. Et là, je vais sélectionner tête fond d'abord, puis ma forme libre qui vient de se créer, et je vais cette fois-ci le soustraire, et j'ai commencé à découper ma forme. Je prends l'exemple 3, le contour de la bouche et la langue, et je vais soustraire, encore une fois, pour découper. J'ai l'exemple 4, dessus du nez, ou pardon, c'était le dessous du nez et le dessus. Ah non, c'est que le dessus du nez, pardon, oui. Conserver, c'est le premier que je sélectionne. Je maintiens CTRL, je sélectionne celui qui doit être supprimé, et je fais soustraire. J'ai pu avoir le dessus de mon nez. Contour œil gauche et vidage œil gauche, pareil, soustraire. Contour œil droit et vidage œil droit, pareil, soustraire. J'affiche enfin le nez, je sélectionne toutes mes formes et je les unis. Plus qu'à changer la couleur du remplissage. Bravo, vous avez fait une image de Mickey que vous allez pouvoir agrandir à l'infini sans que ça pixelise sur votre image. Passons à l'étape suivante. On peut fermer le volet sélection pour cette étape-là. Ici, vous voyez, il y a des cartes Pokémon, mais elles sont mal rangées et je vais devoir essayer de les organiser. Mais les organiser une par une, ça va être très long et très fastidieux. Alors, je vais décider d'en placer une à peu près bien, celle qui est en haut à gauche. Je vais sélectionner mes 3 images de gauche en les encadrant bien.
Et dans Organiser, dans le menu Accueil ou dans le menu Format de l'image, je vais aligner à gauche. Là, vous voyez qu'il y a une option qui s'est cochée, aligner les objets sélectionnés, si ça n'est pas le cas, cochez là, qui va permettre d'aligner les différentes images au plus à gauche de celle-ci. Je vous montre, je déplace ces deux cartes-là, je sélectionne les trois, je fais aligner à gauche, elles sont toutes allées se coller le plus à gauche possible. Maintenant, je vais sélectionner encore les trois et je vais faire Organiser, Aligner et je vais les distribuer verticalement. Les distribuer, ça veut dire que ça va me garder le même espace entre les cartes au pixel près. Maintenant, je vais prendre les cartes qui sont la plus à droite, celle-ci, je vais la mettre un peu plus basse que ma première carte. Je sélectionne mon carapuce et mon tortank, je vais sélectionner les deux et je vais cette fois-ci les aligner en haut. Comme ça, je sais qu'elles sont parfaitement au même niveau. Celle qui est Carabaf au milieu, j'aurais pu l'aligner en haut au même moment. Je sélectionne maintenant mes trois formes et je vais pouvoir les aligner et les distribuer horizontalement. Comme ça, j'ai le même espace à l'horizontale. Bon, alors à chaque fois, je vais chercher un menu qui fait cliquer dans un menu organisé, qui fait cliquer dans aligner, qui me fait enfin choisir mes choix. C'est trop long pour moi. On va faire un tout petit détour juste avant d'y arriver. On va voir la barre des raccourcis rapides qui est tout là-haut. Il y a une petite flèche et je vais choisir afficher en dessous du ruban. La voilà, elle est en dessous du ruban. Si c'est déjà le cas pour vous, tant mieux. Si vous la préférez en haut, vous avez la flèche ici pour afficher au-dessus du ruban. Pour ma part, je vais la garder en dessous parce que je vais avoir besoin de plein d'espace. Je vais pouvoir ici ajouter des icônes. Par exemple, si je veux mon groupe aligné, je vais faire un clic droit dessus, ajouter à la barre d'accès rapide. Je vais maintenant avoir mes raccourcis pour aligner immédiatement sur ma barre. Alors, je vais faire exactement la même chose. Je bouge mes deux autres cartes de Pokémon Feu. Je sélectionne mes trois cartes. Aligné en bas. Charizard aligné sur Blastoise, aligné à droite. Et après, ces trois-là qui sont maintenant sur la même ligne, je peux les distribuer. Je vais faire la même chose avec Florizard. Je l'aligne en bas par rapport à Bulbizarre. Aligné en bas. Je l'aligne à droite par rapport à Dracofeu. Et là, la dernière carte qui me reste qui n'est pas alignée, je vais les mettre entre mes deux cartes, aligner en bas, aligner, distribuer horizontalement. Maintenant, je vais sélectionner mes 9 cartes, organiser, je vais les grouper, je vais me rajouter ça aussi peut-être sur ma barre d'accès rapide. Et ça, je vais pouvoir aligner maintenant ce groupe-là complet, l'aligner au milieu. Cette fois-ci, comme je n'ai sélectionné qu'un seul groupe, il va s'aligner sur la diapositive. Donc il va se mettre bien au centre. J'ai autant d'espace en haut que en bas de ma diapositive. De l'autre côté, j'ai plein de cartes qui sont très grandes. Je ne les vois pas bien et c'est compliqué à vérifier tout ça. Je vais rouvrir mon volet sélection. Ici, je peux donner des noms. Regardez, celle-ci par exemple, c'est Miaous. Celle-ci, ça c'est Piafabec en français. Celle-ci, je crois que c'est Tarsal. Celle-ci, je ne sais pas, donc on va l'appeler Liligante. Quelque chose comme élégant. Et celle-ci qui est Mewtwo. Et vous voyez que, en fait, elles sont un peu partout mes cartes là. Il faut savoir que celle qui est le plus au fond est celle qui est derrière. Si on veut faire découvrir des cartes aux gens, c'est Mewtwo qui devrait être tout derrière, donc tout en bas. Je n'ai qu'à le faire glisser tout en bas. Miaous, comme il a quelque chose qui est brillant, on va le mettre juste avant lui. Et après, vous mettez l'ordre que vous préférez. Là, j'ai organisé mes 5 cartes, laquelle est devant. Vous voyez que là,
elles s'organisent donc les unes derrière les autres comme programmé. Je vais pouvoir toutes les sélectionner, les aligner au centre et les aligner au milieu. Voilà, j'ai maintenant mes cartes qui sont cachées les unes derrière les autres. Si je veux bien les centrer, je vais les grouper. Ah, j'ai toujours pas mis grouper au milieu, je vais le mettre. Clic droit, ajouter à la barre d'accès rapide. Grouper. Je vais les aligner au milieu de ma slide. Maintenant, je vais grouper, alors je vais mettre à peu près par là. Je vais grouper tous les éléments et je vais aligner ça au centre. Comme ça, je sais que tout est bien au centre. Et pour finir, je vais les dissocier et les dissocier pour que les images soient bien toutes indépendantes l'une de l'autre. Vous avez ainsi organisé votre slide. Si jamais vous voulez mettre le groupe directement grouper les objets et que là il n'y est pas, alors vous avez l'accès rapide, j'ai vu grouper et dissocier, vous allez pouvoir cliquer sur la petite flèche, faire autre commande. Ici vous allez avoir toute la barre d'outils d'accès rapide. Par exemple, je cherchais dans l'onglet accueil. J'ai un groupe qui s'appelle... on va chercher les grouper les objets. Et je fais ajouter. Et là, je vais avoir mon groupe qui s'organise. Alors, c'est pas grouper les objets. Son nom, c'est grouper dissocier. Voilà, si je prends l'icône ajouter, voilà, c'était celui-ci que je voulais. On va pouvoir retrouver directement dans la liste. Vous aurez toutes les icônes. Aligner, grouper. Je vais aussi prendre avancer et reculer. Avancer. Ah non, c'est pas celui que je veux. Donc cette fois-ci, je passe par les autres commandes. Je vais aller dans les commandes de mes outils d'image et de mise en forme. Outils de graphique et de mise en forme. Et je vais essayer de me retrouver ce qui s'appelle avancer d'un plan. Je vais ajouter celui-ci. Et je dois avoir aussi reculer, c'est très par ordre alphabétique. Reculer, celui qui a la flèche qui me donne plusieurs choix. Et je l'ajoute. Comme ça, je peux avancer d'un ou directement au premier plan. Et reculer d'un ou directement au premier plan. Passons à la slide suivante. J'ai maintenant différentes photos avec différentes personnes de toutes les tailles, etc. Déjà, je vais présenter une équipe. Donc, je vais vouloir mettre la tête de chacun dans un cercle. Mais si je commence à dessiner des cercles pour le faire, ça va être plutôt long. Ce serait possible. Je pourrais sélectionner l'image, sélectionner mon cercle. Et dans mes outils de format de forme, je peux intersecter. Bravo, vous avez mis votre image dans un cercle ou dans la forme que vous voulez. Pour des cercles, on peut faire un petit peu mieux. Il va falloir pour ça rogner. On sélectionne une image. On va faire rogner et on va effacer les parties qui ne nous intéressent pas en bougeant ces petites poignées noires. Mais ça ne me fait pas un cercle. En fait, pour faire un cercle, dans format de l'image, en dessous de rogner, il y a une flèche. Rogner à la forme et on va pouvoir choisir ici une ellipse. C'est toujours pas un cercle parfait. C'est pas grave, on avance. Je vais pouvoir resélectionner la petite flèche. Je ne vais pas choisir rogner à la forme, mais rapport hauteur-largeur. Et là, je vais faire un unième, c'est-à-dire un carré 1 cm de haut pour 1 cm de large. Ce sera un rayon parfait pour un cercle. Je clique dessus. Ça m'a fait un cercle. Je peux viser la tête bien au centre. Et maintenant, si je rogne en maintenant majuscule et contrôle, mes raccourcis clavier fonctionnent aussi parfaitement. Je vais pouvoir faire ça, rogner à la forme d'ellipse. Si je veux aller plus vite, je sélectionne les autres images et j'appuie sur la touche F4 de mon clavier. Et après, je les rogne en rapport hauteur-largeur 1 unième. Et pareil, je vise. Pardon, je l'ai raté. Alors, je peux raccourcir ici, réduire un peu mon cercle et viser. Rogner rapport hauteur-largeur 1 unième. Je bouge mon image bien dans le cercle. Rapport à hauteur-largeur 1 unième. En maintenant majuscule, si jamais je bouge, n'oubliez pas les raccourcis clavier du début.
Et le dernier, rapport hauteur-largeur, 1/1. Et je vise sa tête à l'intérieur. J'ai ainsi fait mes différentes images que je peux régler de différentes tailles. Si je veux toutes les mettre à la même taille, je les sélectionne et je dis qu'elles font toutes par exemple 5 cm. Et j'ai donc toutes mes images qui sont parfaitement bien réglées. N'oubliez pas que vous pouvez bien entendu distribuer si vous voulez faire exactement le même espace. Aligner à droite en prenant des points de repère. Aligner à gauche, c'est bon. Et celle-ci alignée en bas. Comme ça, je sais que j'ai des slides parfaitement organisés. Passons à la slide suivante. Vous m'avez mis une image de Paris, du Louvre, et vous avez écrit Paris. Bon, c'est pas terrible, on peut faire mieux. On va insérer une forme, on va prendre un rectangle. Je vais dessiner un rectangle ici qui va s'arrêter pile à la moitié de ma slide. Je le vois sur ma règle avec le 0. Si vous n'avez pas la règle, allez dans Affichage et cochez la case Règle. Elle est très pratique pour faire des objets précis. Et tout à gauche sur le côté. Ce rectangle, je vais le vouloir tout blanc. Et les contours, je n'en veux pas. Je vais pouvoir le reculer pour que le texte Paris s'affiche. Maintenant, Paris, c'est pas terrible et je peux faire mieux. J'aurais pu rogner mon image. Quel est l'intérêt? Alors, je vais reprendre mon rectangle blanc, faire modifier la forme, dans format de forme bien sûr, et modifier les points. Là, vous allez voir que j'ai des carrés noirs et des lignes rouges. Si je vise bien la ligne rouge, mon icône se transforme et je vais pouvoir rajouter des points et tordre cette image-là. Alors, je trouve que c'est un peu trop aigu à mon goût. Donc, je vais faire un clic droit sur le petit point et faire point lisse. Pareil sur l'autre, point lisse. Et à partir de là, je vais pouvoir gérer le bord arrondi de mon choix. Une fois que j'ai réussi à faire l'image que je voulais, je m'arrête. Ah, je vois qu'ici, elle n'a pas dépassé complètement. Je vais remodifier encore le petit peu le point et voilà. Je vais prendre mon texte Paris et je vais le rendre beaucoup plus gros. Déjà, je vais prendre une police qui est très épaisse, qui s'appelle Aptos Black. Je vais agrandir ma zone et je vais agrandir ma police en taille 330. Si c'est un peu trop, non, c'est bon, ça passe. Je vais, ce bloc-là, Paris, l'aligner au centre et l'aligner au milieu. Comme ça, il est bien parfaitement au centre de ma diapositive. Maintenant, je sélectionne ma forme blanche un peu atypique. Je maintiens majuscule, je sélectionne mon texte. Je vais dans format de forme et je vais combiner ces formes-là. À partir de maintenant, votre présentation aura un peu plus de peps. Si ça vous perturbe que la forme blanche dépasse, ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours vous arranger. N'oubliez pas, je n'ai qu'à dessiner des rectangles au-dessus. Sur le côté, par exemple, en limite de diapositive. Et encore en bas, juste en dessous de ce qui dépasse. Je sélectionne ma forme blanche. Je sélectionne maintenant mes nouveaux rectangles bleus, qui sont bien mis. Et je fais soustraire. Voilà, j'ai découpé ma forme exactement à la taille de ma slide. On aurait pu faire autrement. Vous auriez pu aussi tout simplement sélectionner un rectangle, le mettre à l'intérieur de votre slide intégralement, sans vous tromper. Sélectionner le blanc et le bleu et faire cette fois-ci intersecter. Et voilà, tout ce qui était à l'extérieur du rectangle a été supprimé. Slide numéro 15, nous avons ici une vidéo. Regardez, on peut avoir un petit play avec la vidéo de Paris. Déjà, vous pouvez très bien exactement remettre la même forme de Paris et lancer la vidéo. Ça marche très bien. Le problème, c'est que si vous lancez votre diapositive,
eh ben, la vidéo ne se lance pas. Il va falloir cliquer pour qu'elle se lance. Ce qui n'est pas très agréable, ça fait un petit peu bloquer dans votre présentation, ça bloque quelque chose. Alors, pour ceci, sélectionnez la vidéo, allez dans Lecture et choisissez le démarrage automatiquement. Si vous lancez votre vidéo, et bien voilà, immédiatement votre présentation de la vidéo est lancée. Nous allons maintenant avoir un petit problème, c'est quand on arrive à la fin de la vidéo, bon alors celle-ci elle zoom parce qu'il y a une image qui est enregistrée qui est sur l'Arc de Triomphe, mais ce n'est pas ça qu'on veut. Vous avez une option, toujours dans Lecture, qui est revenir en arrière après la lecture. Alors, pour ceux qui se demandent comment j'ai quitté le PowerPoint, j'appuie sur la touche Échappe. Je relance mon diaporama, regardez, ma vidéo arrive presque à la fin. Une fois qu'elle arrive à la fin, elle se remet sur la première slide, la première image de ma vidéo. Ça vous évite de finir avec un fond noir. L'autre option, ça va être répété jusqu'à l'arrêt. Maintenant, si je lance, dès l'instant où j'arrive à la fin de ma vidéo, elle va redémarrer du début et s'arrêter. Sauf que là, j'ai ma petite image de fin qui saute, qui n'est pas très agréable. Vous allez donc pouvoir découper votre vidéo et à la fin, supprimer par exemple quelques secondes à la fin. Vous voyez, elle est juste ici. Je m'arrête avant et je fais OK. Je relance ma vidéo. Et là, normalement, alors ça va bien évidemment sauter comme il y a eu un zoom, mais je n'ai plus mon image du début. Vous pouvez donc ajouter, signer, découper, phase d'apparition fendue, masquer si jamais elle n'est pas lue et régler bien évidemment le volume de la vidéo s'il y a un volume, voire désactiver le son complètement. Normalement, je vous laisse après chercher les bordures de vidéo, les formes de la vidéo. Si jamais on veut la mettre dans un petit cœur, vous pouvez gérer bien évidemment tout ceci. Unir et soustraire des formes. Alors je pense que nous l'avons déjà pas mal fait avec le Mickey, donc c'est une slide qui ne sert à rien. Nous pouvons passer à la prochaine étape. Le format vectoriel SVG. Ce format SVG a été téléchargé sur un site qui s'appelle, excusez-moi, Storyset. Une image SVG, c'est un graphique. Vous voyez ici, il s'appelle Graphique 5. C'est un peu particulier, c'est un format graphique. C'est-à-dire que si jamais j'étends mon image, eh bien, elle est toujours nette, elle n'est pas pixelisée par rapport à du PNG ou du JPEG que vous devez connaître. Et quand vous avez un vrai format SVG facile à utiliser, comme ceux de Storyset, vous allez pouvoir aller dans Format graphique et faire Convertir en forme. Vous cliquez dessus, vous allez maintenant récupérer différentes formes. En fait, c'est bien plus que ça. Il faut savoir que votre bonhomme ici, il contient tout un tas de formes. Et si maintenant que vous l'avez converti en forme, vous pouvez les dissocier, c'est donc la petite étoile et le bonhomme qui est là, je vais pouvoir les redissocier, mon bonhomme, mais alors là, faites attention, vous allez avoir toutes les petites formes du visage, des cheveux, de la bulle de casque et de son équipement. Ce qu'on peut faire à partir de là, nous allons avoir cette image-là et je vais supprimer tout le reste. Donc, je vais tout sélectionner, sauf mon bonhomme et sauf la fusée. Et je vais supprimer. Donc là, j'ai mon bonhomme. Tiens, il est dans l'espace, on va changer le fond. Donc vous pouvez directement faire un clic droit, mise en forme de l'arrière-plan. On va le remplir en uni avec une couleur un peu plus sombre. On va le lancer dans l'espace intersidéral. N'oubliez pas de changer la couleur de votre titre si vous en avez un, que ça soit visible, des beaux contrastes. Cette couleur ne me convient pas, je vais prendre la même que son casque. J'ai moi le droit d'avoir une pipette, tout le monde ne l'a pas. Mais ça vous permettra de pouvoir choisir ça.
Après, je vais aller dans autre couleur et je vais pouvoir l'assombrir un petit peu plus. Comme ça, je serai dans le même ton de couleur, mais plus sombre. Allez, c'est bon, j'ai mon bonhomme, il est bien, il est presque entier. Mais moi, j'aimerais bien lui faire bouger son bras. Parce que son bras, en fait, c'est plusieurs éléments. Pour ça, je vais être obligé de dissocier mon image. Attention, là, j'ai tous les éléments qui sont partis. Ne sélectionnez que les éléments qui m'intéressent de son bras, donc ceci et cela, et grouper ces éléments. J'ai ainsi un bras entier. Génial. Si je veux le faire pivoter, malheureusement, vous voyez que le bras, il pivote sur son centre de symétrie. C'est-à-dire, regardez si je dessine des repères, justement, un vertical et un horizontal. En fait, il se centre exactement, j'arrive à le bouger, ici. D'accord? Un peu plus sur le côté, là. Et là. Alors je fais bien avec Alt pour être très précis. Si ma souris veut bien travailler. Voilà. Donc vous voyez, si je tourne, il tourne sur ce centre-là. Sauf que une épaule, c'est pas à ce niveau-là que ça tourne. C'est plutôt par ici. Et par là. Sur ce point de croisement-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais insérer une nouvelle forme, un cercle, qui va commencer exactement sur le centre que je viens de marquer avec mes points de repère. Maintenir Shift Ctrl et dessiner un cercle plus grand que le bras. Dans mon volet sélection, j'ai donc mon ellipse et j'ai mon bras. Je vais faire passer le bras au-dessus de mon ellipse pour bien le voir. Si je les regroupe entre eux, regardez maintenant, mon bras tourne sur son épaule, ce qui est déjà beaucoup plus pratique. Si jamais il ne tourne pas exactement là où vous voulez, il vous suffit de déplacer un peu votre cercle et ainsi vous aurez votre bras qui bougera sur le centre que vous aurez décidé. Bon, on va pas lui laisser ce cercle parce que c'est quand même pas très pratique, mais on est obligé de garder cette forme. Donc on va juste supprimer son contour et prendre aucun remplissage. J'ai donc ce groupe 95 que je vais appeler bras qui va pouvoir maintenant tourner. Et vous pourriez faire presque pareil pour les jambes. Le seul problème, c'est que mes jambes, elles sont accrochées entre elles. Donc je vais sélectionner les différentes jambes et les différents éléments, même la petite ombre, les grouper. Ah, j'ai oublié deux ombres, vous voyez là. Donc pour bien les sélectionner, vous pouvez les encadrer, n'oubliez pas. Voilà. Et je les regroupe. Normalement, maintenant c'est bon. Mon short blanc est un peu court. Donc vous allez pouvoir, comme on l'a fait tout à l'heure, modifier les points et dire, bah attends, en fait, le short il va aller un peu plus haut, comme ceci, comme cela. Hop, on va refaire une petite fesse quand même parce qu'il a perdu. Et voilà. Maintenant, si jamais je fais pivoter, j'ai un peu plus de souplesse. Et on va faire notre même petite méthode de triche. On aligne nos repères pour savoir où est-ce qu'on voudrait que ça pivote. On va dire au niveau du bassin ici. Je vais insérer un cercle bien centré sur les points de repère que j'ai fait. Et surtout, je dois recouvrir l'intégralité de mes jambes et des bottes. Je vais reculer. Non, ça c'est le bras. Là, j'ai plein de petites choses. Je vais chercher où sont mes bottes et mes éléments. Ah, ça y est, ils sont trouvés. Je vais donc regrouper tout ça en même temps. Mon cercle, on se souvient, pas de remplissage, pas de contour. Et maintenant, regardez, j'ai les jambes qui peuvent bouger un petit peu. Les jambes et le bras. Je peux pas déplier le bras parce que l'image n'a pas été faite dans ce sens-là. Enfin, je peux pas. Si, on pourrait modifier les points et refaire l'intégralité, mais c'est très fastidieux.
voici votre image SVG que vous allez pouvoir jouer comme vous voulez avec. Et quand je dis comme vous voulez, c'est-à-dire même sa bouche, actuellement, il est heureux. On modifie les points, on lui inverse un peu sa bouche, on rajoute des points supplémentaires. Et on peut faire crier de douleur notre bonhomme. Passons maintenant sur la transition morphose. J'ai ici repris l'image, sauf qu'elle est déjà séparée en quelques éléments. D'accord ? J'ai sur la slide suivante exactement la même image, mais j'ai décalé certaines choses. Regardez, j'ai ici une lune en bas que j'ai grossie au milieu. J'ai pris ma forme que j'ai modifiée. Bon, tenez, on va la supprimer et on va tout refaire. J'ai mes éléments. Je fais un clic droit et je vais dupliquer. Ici, je vais prendre ma forme du fond et je vais l'agrandir en modifiant les points. Donc, je vais l'agrandir bien plus grand que ma slide et je vais écarter les points dans différents coins pour faire une sorte de pentagone. Après, je vais prendre mon astronaute, je vais le faire retourner, je vais le faire grossir et je vais le jeter. Voilà, qui reste un petit peu sur ma slide, je vois grâce à la règle qu'il est encore un peu dedans. Le titre transition morphose, je ne le veux pas, donc je ne vais pas forcément le supprimer, je vais aller dans volet sélection, je vais juste le cacher. Voilà. Et ma fusée à l'inverse, je vais la faire plus petite et qui part dans un autre sens. Hop, et qui part vers l'autre coin de la slide. Voilà, par ici. La lune, elle, va tourner un petit peu, grossir et prendre sa place juste là, par exemple. Voilà. J'ai fait tous mes éléments, c'est-à-dire que quand j'ai présenté ma présentation, je suis là sur ma première slide et là sur la deuxième. Mais c'est un peu abrupt comme changement. Je vais donc, pour ceci, utiliser une transition. Les transitions, c'est ce que vous connaissez par exemple pour faire un fondu. Ça va faire un fondu d'un côté à l'autre. Il y a une transition assez récente qui est très pratique, qui est la morphose. Microsoft, enfin PowerPoint, va repérer qu'il y a exactement les mêmes éléments. Et donc, quand je vais lancer ma présentation, il va me déplacer mes éléments. Ça va un peu vite. C'est normal, c'est parce que ma transition est censée durer 2 secondes. Si jamais dans le menu transition, je choisis qu'elle dure 20 secondes, vous voyez bien que je suis sur la deuxième slide, hein, et bien quand je relance depuis la première, je vais cliquer une fois et il me faudra 20 secondes pour que mes différents éléments se mettent en place dans ma slide. Et voici ma transition terminée. Attention si jamais vous modifiez des éléments. Regardez, si par exemple je lui modifie sa bouche comme on en a parlé tout à l'heure, en le faisant crier. Non, là il est trop content. Là. On va faire comme ça. Regardez ce qui se passe lors de ma transition. Mon bonhomme se dissipe un petit peu, il tremblote, il disparaît parce que ce n'est pas exactement le même élément. Il essaye de bouger ses lignes et malheureusement, il n'y arrive pas bien, c'est moins fluide. Il faut faire en sorte que vos éléments soient vraiment très ressemblants. Vous avez juste cette petite modification sur la bouche m'a créé une erreur qu'il n'y avait pas avant. Où trouver des images libres de droit. Vous en avez sur Canvas, FreeImage, FreePic, Pexel, Pixabay, StockClip, StockSnap, StockVolt, StorySet, Unsplash. Certains vous demandent des comptes, d'autres non. Pixabay est très bien parce qu'il vous donne des images vectorielles parfois, des vidéos ou des images libres de droit assez gratuitement. Vous en avez aussi plein de payants, des iStock. Parfois c'est en anglais, il faut chercher des mots anglais, comme par exemple sur StorySet pour les images vectorielles. Lançons-nous
sur une nouvelle slide. Alors, je vous ai fait un rectangle bleu, orange, vert et violet juste pour voir l'exemple. Bien évidemment, il vaudrait mieux les mettre en blanc pour les cacher, pour pas que ça soit visible et que ça soit plus joli. Le principe, c'est que j'ai une carte Pokémon et j'ai fait mes 4 rectangles. Cette slide-là, je l'ai dupliquée plusieurs fois et j'ai fait pivoter ma carte Pokémon. Je vais me mettre sur le premier carré, le carré bleu, enfin le rectangle bleu plutôt. Je vais aller dans Insertion et cette fois-ci, je vais trouver dans le groupe Lien le bouton Action. Quand je vais pointer avec la souris, c'est-à-dire au survol, je vais créer un lien hypertexte vers ma slide qui s'appelle bleu. Sur le orange, je fais la même chose vers le orange, vers le vert et vers le violet. En faisant ça, ça c'est ma slide bleue, orange, verte, violet, et ça c'est ma slide finale. Je vais utiliser directement sur ma carte. Je vais dire, si je clique dessus, je vais sur dévoiler la carte. Sinon, je reviens sur les actions de base, qui est ma première slide. Lorsque je présente, ça veut dire que quand je vais survoler un rectangle avec ma souris, à ce moment-là, ma carte va changer et je n'ai pas besoin de cliquer, il y a juste besoin de survoler. Attention de ne pas aller trop vite parce que ça pourrait ne pas charger bien les liens et les actions comme il faut. Mais là, vous allez pouvoir voir les éléments tourner comme vous le faites à chaque fois qu'il y a un petit changement au-dessus d'une ligne. Vous voyez, je suis allé un peu vite. C'est pas grave, on repasse au milieu et il va se réinitialiser sans problème. Donc là, ça me permet d'observer ma carte. Maintenant, vous voyez, là, j'ai une souris qui me permet de cliquer. Si je clique dessus, je vais arriver sur l'autre slide et j'ai dévoilé une carte Pikachu. Que s'est-il passé? Ici, c'est ma slide que j'ai appelée bleu. Comment savoir son nom? Aller dans Affichage, mode plan. Vous voyez, j'ai bleu. Ça, c'est orange, vert et violet. Si jamais vous ne savez pas comment s'appelle votre slide. Je repasse en mode normal. Donc, j'ai mes slides là. Je sélectionne ici. Je vais dans Accueil, Insertion, pardon, Action. Et là, j'ai deux choix. Soit je clique avec la souris et je vais arriver quelque part. Soit je pointe avec la souris donc jusqu'au survol et j'arrive quelque part. Après, je peux aussi exécuter un programme, activer un son. Je peux animer lorsque jamais c'est pointé, etc., etc. Je vous montre par exemple le bleu. Etc., etc. Qu'est-ce que j'ai fait? Ici, maintenant, je suis sur ma dernière slide, la numéro 25, comme j'en ai supprimé quelques-unes. D'accord? Ici, j'ai cette slide-là. Regardons dans mon volet sélection, j'ai plusieurs cartes. J'ai mon rectangle vert, le violet, l'orange et le bleu. J'ai ma carte ici et derrière, j'ai une carte Pikachu. Ici, il y a quelque chose de très spécifique. Il y a un double point d'exclamation. Ça, c'est pour expliquer à PowerPoint que c'est bien la même image que celle qui est ici, que j'ai fait pivoter en 3D et que j'ai changé. D'accord? J'ai donné un peu d'épaisseur, j'ai fait quelques petites modifications et parfois la morphose pourrait ne pas marcher. D'accord? Je vous donne un exemple. Si jamais je prends un rectangle ici et je dis que ce rectangle-là, il s'appelle deux points d'exclamation carte. Pour lui, ça veut dire que cette carte, c'est devenu ce rectangle-là. Donc, quand je vois ma transition morphose, je vais avoir ma carte qui va se déplacer là-dessus. Bien évidemment, elle avait disparu, ça ne marche pas. Mais passons ce détail-là. Je vais avoir donc mes différentes formes. Ici, j'ai mis à l'extérieur mes différents rectangles. À quoi ça a servi? C'est-à-dire que quand je fais ma morphose, les rectangles sortent de la diapositive. Comme la lune était à l'extérieur et va venir dedans, eh bien cette fois-ci, on a des choses qui sont dans la diapositive et qui sortent. Si vous voulez, on aurait même pu aller plus loin que ça et faire simplement, on va changer de couleur, voilà, en bleu comme ça,
faire quelque chose qui existe à droite, qui existe à gauche, mais qui n'est jamais dans la slide. Et quand je fais ma transition, forcément, elle va se déplacer d'un côté à l'autre. On aurait pu faire plein de petits traits comme ça pour faire une sorte d'effet de magie, de vitesse, de pouvoir ou quoi que ce soit. Mais cette transition, ici, elle a quelque chose de très particulier. C'est qu'elle passe automatiquement sur la slide d'après. Comment elle passe? En fait, ici, dans transition, je dis qu'elle passe automatiquement après 0 secondes. C'est-à-dire que quand je suis sur cette diapositive, je passe dans 0 secondes à la slide d'après, sans avoir besoin de cliquer. Alors attention, ça peut être dangereux parfois quand vous animez, mais si ça peut vous aider à faire une animation plus sympa, n'hésitez pas à foncer. Pikachu, on revient sur ce qui était avant. Vous avez vu, ici, il y a de la rotation 3D. Une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Voyons maintenant les derniers éléments. On dirait pas, mais il y a beaucoup de travail sur cette carte-là et je vous invite à aller fouiller le volet sélection. Je vous ai tout décrit. Il y a ici cette carte descriptive qui est composée du haut qui est jaune, qui lui-même est composé du EX et du bloc titre. Là, j'ai le nom, le type, l'avis. Ici, j'ai une boule élec avec l'éclair, le petit reflet blanc, le petit reflet jaune et la boule orange. J'ai la couronne qui est composée de deux petites lignes, qu'on ne voit pas ici forcément, un connecteur là, un là, plus la forme libre déguisée et qui est remplie avec des dégradés. Tout ce qui est là a été fait intégralement avec PowerPoint. Même le EX, ça a été 2 lettres collées, fusionnées, accrochées, mis un dégradé sur lequel on peut jouer exactement comme on veut. Regardez les éléments sur les boules. Il y a donc plusieurs reflets les uns par-dessus les autres pour pouvoir faire l'effet. Pour dessiner le point qui est ici, en fait, il a fallu, pour ceci, dessiner plusieurs formes, les assembler, les fusionner, les unir. Comme ça, on peut avoir une forme qui est facile à agrandir et qui ne pixelisera pas. Pareil pour l'éclair, pareil pour le texte. Maintenant, tout ceci a été regroupé en un seul élément. Ça, c'est un choix. D'accord? On peut voir d'ailleurs une petite ombre en dessous de la carte jaune dans les effets ici, le rectangle jaune. Si je regarde les effets, j'ai une ombre. On pourrait jouer sur la transparence. Tous les effets vont se cumuler. Votre objectif, c'est de réfléchir à tout ce que vous pouvez faire. Maintenant, chose que nous n'avons pas vue, ce sont les animations. Là, c'est le nerf de la guerre de PowerPoint, c'est que vous allez pouvoir animer comme vous voulez. Il existe 4 grandes animations. Les vertes, l'élément n'est pas là sur la slide et il apparaît. Les jaunes, on fait bouger un élément sur la slide. On l'agrandit par exemple. Les rouges, on fait disparaître l'élément de la slide. Et les mouvements, là on le déplace sur la slide. Par exemple en suivant une ligne. Sur cette animation-là, il va falloir, dans un PowerPoint, il va falloir ouvrir toujours votre volet animation. Vous voyez, je traite entre le volet sélection, le volet animation et même mon menu de format de mise en forme. Vous aurez donc vos 3 menus ici qui vont s'ouvrir. Il est aussi possible de les détacher, déplacer hors de l'onglet, si vous voulez en avoir plusieurs ensemble. Hop. Et vous pouvez aussi directement le déplacer hors écran. Alors je vous montre en plus petit. Déplacer hors écran si jamais vous voulez utiliser plusieurs écrans pour avoir plus de choses affichées sans vous embêter. Pour le nécessaire de la vidéo, je vais tout laisser accroché sous forme d'onglet. Donc, dans mon volet animation, qui est la petite ligne verte ici. Ici, on voit que j'ai une animation qui parle de la carte descriptive. La carte descriptive, c'est tout ça. Vous voyez, je peux le cacher. On comprend bien ce que c'est. Et cette animation se déclenche en 0, c'est-à-dire dès que la transition a terminé, elle va se lancer. Quelle est l'animation? Je vous la lis.
elle est comme ceci. Je peux voir que c'est l'animation entrée brusque qui est sélectionnée. Alors regarde, on va essayer, on voit qu'elle dure 2 secondes, et je la supprime. Touche Supre du clavier. Comment faire? Je clique sur ma carte. Je décide que ça, c'est une entrée brusque. Là, si je la lis, elle vient d'en bas. Non, moi je vais vouloir qu'elle vienne à partir de la gauche. Voilà. Pourquoi on ne la voit pas à gauche? C'est juste qu'ici, il y a un petit rectangle blanc qui permet de masquer. Un rectangle blanc qui est juste entre Pikachu et le bord de la carte pour cacher l'effet. Et ça sert à ça souvent. Mais là, ça ne fait pas exactement le même effet. Il arrive d'une façon un peu brutale. Déjà, on peut rallonger le délai. Maintenant, il fait 2 secondes. Vous voyez, ma barre verte est un peu plus longue. Je sais que sur Mac, vous ne la voyez pas. Il faut juste imaginer 2 secondes. Et il va mettre 2 secondes à rentrer. Ok, on peut ralentir. Mais c'est pas ça que j'avais tout à l'heure. Là, maintenant, je vais rentrer dans les menus. Je peux double-cliquer sur l'animation. Et j'ai des menus avancés. Déjà, je peux lui faire un démarrage en douceur. C'est-à-dire, il va démarrer lentement et accélérer sur la fin. Je peux faire l'inverse. Je peux la faire finir en douceur. Tenez, 1 seconde, ça finit. Donc ça va rentrer plus vite et ralentir. Je vais vous la ralentir juste sur 1/3 de seconde. Elle rentre d'un coup et va ralentir. Ce que je vais faire, moi, c'est que... Ah oui, je peux aussi la faire rebondir à la fin de 1 seconde. Pour ma part, je vais lui mettre, allez, 1 seconde 3. Allez, 1 seconde 3 de démarrage en douceur, plus 1 seconde 3 de rebondir à la fin. Et mon élément va maintenant accélérer et rentrer un peu plus vite. Regardez. Juste en rebond. Et si je fais démarrage en douceur au début et je lance, elle rentre vite parce qu'elle a démarré en douceur en fait. Donc il faut finir l'animation très vite. Et finalement, elle rebondit à la fin. Attention, vous ne pouvez pas mettre de rebond à la fin s'il y a une fin en douceur. Ça n'est pas possible, c'est opposé. Si vous avez envie de mettre un petit son comme qu'est-ce qu'on pourrait avoir par exemple? Allez, un bruit de tension. Vous faites OK et vous lancez. Et vous aurez à ce moment-là le bruit de l'animation. J'essaie de vous faire écouter ça, si vous voulez, dans l'enregistrement de la vidéo. Voilà, c'était un léger bruit de tension. Voici une animation. Regardons sur cette méditation-là, que se passe-t-il? Nous avons le texte qui arrive d'en haut en rebondissant. Ça maintenant, vous savez faire. Vous avez cette forme-là que vous devez reconnaître. C'est maintenant une image vectorielle en SVG, téléchargée sur le même site que tout à l'heure, Storyset. Nous avons ainsi mis une personne qui monte et qui descend, mais l'animation ne s'arrête pas. Que s'est-il passé exactement? En fait, sur cette personne-là, il y a une animation, démarrage en douceur et fin en douceur. Ça nous permet d'avoir qui monte doucement, s'arrête et fait doucement. S'il n'y avait pas de douceur, ça serait très abrupt. Il s'arrêterait comme s'il était bloqué d'un côté et de l'autre. Je vous laisse essayer chez vous si vous voulez. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a un deuxième onglet. Alors, il y a un menu qui s'appelle inversion automatique. Ça le permet que quand il monte, il redescende. Il est monté et il s'inverse automatiquement, il revient au début. D'accord? Si je n'avais pas coché cette case, il ne ferait que monter et on recommencerait l'animation à l'infini, ce qui fait qu'il saute d'une certaine façon. Et le deuxième onglet, minutage, donc la durée est de 2 secondes, c'est la même chose que là-haut, mais je dis se répéter jusqu'à la fin de la diapositive. C'est pour ça que mon icône se répète. Et quand je lance ma diapo, il se lance et il redescend. 1 seconde pour monter, 1 seconde pour descendre.
pardon, c'est plutôt 2 secondes. Pardon, 2 secondes pour monter, 2 secondes pour descendre. Comment a été faite cette animation? Alors, on supprime et on va recommencer. Je vais ajouter une animation. C'était une animation de mouvement. Là, sur ce mouvement-là, j'ai 2 choses. J'ai un point vert, qui est le début d'où ça commence, et le point rouge de là où ça finit. L'option de l'effet, on va plutôt aller vers le haut. Bon, là, il allait très haut. Je vais pouvoir descendre un petit peu. Allez, je vais le faire descendre un petit peu ici. Pour qu'il soit bien droit, je maintiens la touche majuscule. Ça m'évite de le faire partir un peu sur les côtés. D'accord? Et je mets cette animation au début, en déclenchement avec la précédente, c'est-à-dire tout au début. Et je fais inversion automatique et le minutage jusqu'à la fin de la diapositive. Et normalement, vous avez réussi à faire exactement votre animation. Il est un peu plus haut qu'avant. Vous pouvez toujours le réduire un petit peu si vous voulez. En dessous, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un cercle. Ce cercle-là est très intéressant parce que si on regarde l'animation, il réduit quand il monte et il grossit quand il descend. Ça fait vraiment son ombre. Pour ça, rien de plus simple. Vous dessinez un cercle. Vous me le faites pivoter en 3D pour qu'il soit à plat. D'accord, on pourrait le faire pivoter un petit peu plus peut-être. Allez, ou alors on va l'écraser aussi. Ah non. Elle ne va pas vouloir. Donc on va devoir rentrer dans les options de 3D, les options 3D pour le faire pivoter au mieux de ce que vous voulez. D'accord? Après, je vous invite à le faire bouger très précisément. Dès que vous avez trouvé votre taille, parfait. Ce cercle-là, comme c'était une ombre, on lui a fait un remplissage un peu transparent. Comme ça, on voit au travers. Et maintenant, dans les animations, on a utilisé une animation jaune, cette fois-ci. Les animations jaunes, ça permet d'agrandir et de rétrécir. Ici, ce cercle-là, il va se rétrécir comme il s'envole au début. Donc, je vais lui faire l'animation agrandir, rétrécir. Je vais décider que elle doit devenir plus petit, par exemple 50%. Pour que ça colle en termes de vitesse, je vais aussi lui mettre exactement le même temps et les mêmes décalages que l'autre. Inversion automatique, un minutage donc de 2 secondes jusqu'à la fin de la diapositive. Voilà, j'ai déclenché tout mon effet. Je fais OK. Regardons ce qu'il se passe. Ça se réduit. Et ça regrossit immédiatement. Si vous trouvez que 50% c'est trop petit, vous pouvez changer directement pour mettre par exemple 75%. Alors 75%, n'oubliez pas de faire entrer pour que ça puisse bien valider. Et là, vous allez voir qu'il va réduire à 75% et revenir. Cette ellipse 1, je décale l'animation en même temps que mon graphique et je dis qu'il est avec la précédente. Et maintenant, je vais voir mon cercle qui grandit et rétrécit au fur et à mesure. Lançons-nous sur tout un tas d'animations. Ici, il y a énormément d'animations. Qu'est-ce que ça peut bien faire? Voyons, lançons la diapositive. Vous avez une image qui vient, qui grossit, qui bascule, qui se retourne, et on dit que vous êtes la voyante. Maintenant, c'est à vous de jouer. Il va falloir trouver où sont les loups-garous. Je vous invite à cliquer sur les cartes pour voir qu'elles se retournent pour dévoiler les personnages. Si vous avez besoin de présenter ça, vous pouvez faire un clic droit et l'afficher en mode présentateur. Le mode présentateur, c'est quoi? Là, vous avez actuellement la slide que voient tous les gens. Maintenant, on peut basculer avec le mode présentateur. Le mode présentateur, je vois plusieurs éléments. La slide que voient les gens, la slide qui viendra après, un petit texte
Bienvenue au village de Tierce-Lieu. Des bêtes affamées rôdent et menacent les paisibles villageois. Vous êtes la voyante. Essayez de trouver les 3 loups-garous avant la fin du temps imparti. Je peux voir toutes les slides que j'ai depuis le début. Je peux avoir un pointeur laser pour désigner des éléments. Attention à le désactiver si on veut cliquer. Je peux zoomer sur une petite partie. Je peux cacher mon écran, le mettre en noir et activer les sous-titres dès l'instant où vous êtes connecté à Internet. Pour mettre les sous-titres dans les paramètres, vous pouvez choisir la langue qui est parlée et la langue des sous-titres. Actuellement, ce sera français pour français, mais vous pouvez aussi les traduire, par exemple, en anglais, directement. Vous pouvez suivre l'avancement. Ça fait 1 minute 15 qu'on est sur cette slide. Mettre le temps en pause pour compter là où vous en êtes. Recommencer à 0. Et ici, c'est l'heure actuelle. Il est 1h47 du matin. Paramètres d'affichage, dupliquer le diaporama ou basculer entre le mode présentateur et diaporama. Basculer, ça va me faire revenir. En fait, j'ai 2 écrans et ça va me faire revenir là-dessus. Dupliquer, ça fait que sur tous mes écrans, je verrai la même chose. C'est beaucoup plus pratique quand par exemple on partage son écran et qu'on veut voir exactement ce qu'ils ont. Les notes sont enregistrées juste en dessous. Et voilà. J'espère que vous avez eu le temps de trouver les loups-garous. Nous, on avance. À vous de jouer. Que s'est-il passé en fait? J'ai 2 cartes. J'ai ici le rôle de la sorcière et j'ai ici la carte, le dos de la carte. En fait, quand je vais cliquer, je vais avoir une animation rouge qui n'existe pas dans la liste là, qui s'appelle réduire. Ici, cette petite icône avec l'étoile qui se réduit. L'aperçu de l'effet, regardez, elle se pivote comme ceci, elle se réduit. Je désactive les aperçus d'effet parce que ça prend beaucoup de temps et qu'à force je les connais. Cette image-là, en revanche, elle, je vais faire la forme inversée. Donc, elle, je vais faire un autre effet d'entrée. Elle va étirer. Vous voyez, c'est la même étoile, mais dans l'autre sens. Et je fais OK. C'est-à-dire que l'une après l'autre, j'ai celle-ci et celle-là. Si je les mets bien l'une par-dessus l'autre, parfaitement alignées, qu'elles font la même taille, et que je dis que ma carte se dévoile après que l'autre est finie, elle va se retourner l'une après l'autre. Je peux faire exactement les mêmes effets. Je ne m'embête pas à reproduire des effets qui existent. C'est-à-dire, ici, j'ai cette carte-là, le dos gauche, qui se retourne. Je reproduis l'animation sur le dos de droite. La sorcière, ici, la carte de gauche, je vais reproduire l'animation sur la carte de droite. Regardez ce qui se passe. J'en ai une et j'ai l'autre. N'oublions pas de bien superposer nos éléments pour masquer notre première carte. Pour bien les aligner, centré, aligner au milieu. Et je teste. Génial, je commence à avancer. Si je clique, la première se tourne. Si je reclique, la deuxième se retourne. Alors ça c'est top, on fait des animations. Maintenant on va aller un peu plus loin. Le dos gauche, je vais aller cette fois-ci sur déclencheur dans le volet animation. Je vais le déclencher si je clique sur le dos gauche. Et à l'inverse, l'autre, je vais la déclencher si je clique sur le dos droite. Et vous comprenez l'intérêt de bien nommer ces formes. Comme ça, si je clique n'importe où, j'avance à ma slide suivante. Si je me mets sur une slide, j'ai ma petite souris qui me permet de retourner un élément ou l'autre. Maintenant, je vous invite à essayer de faire l'inverse. C'est-à-dire, il ne faudra pas modifier l'animation qu'elle a, sinon ça va la supprimer. Il faudra bien faire ajouter une animation sur la sorcière, un effet de fin, on va la faire réduire. J'ajoute un effet de fin, donc ajouter une animation sur la carte, donc c'est un effet d'entrée, étiré pour le dos de la carte. Je mets toujours celle qui apparaît après celle qui disparaît, et je fais ces deux-là que si je clique sur ma carte de gauche. Et maintenant, si je clique sur ma carte de gauche, elle se retourne et elle se recache.
À vous d'essayer de faire la même chose pour l'autre côté. Attention, vraiment, je vous montre là, j'ai des animations multiples. Si je sélectionne une animation et que je mets autre chose, je vais perdre toutes mes animations. Donc, pour ajouter une animation, on va bien sûr ajouter une animation et on choisit ce qu'on veut faire. D'accord? Sur Mac, c'est un peu différent. Vous devez sélectionner, désélectionner la case qui est à droite ici et vous pouvez recommencer pour ajouter une autre animation. Nous arrivons à la fin de ce diaporama, à la fin de cette session 1. Ici, j'ai mis une image et sur cette image, j'ai inséré des petits textes. Qu'est-ce que ça donne? Regardez, si je mets ma souris sur le texte, faire plus de vidéos, ici, j'ai une animation qui va arriver. Pourtant, je vous assure que YouTube ne me verse rien, même si vous avez des pubs. Et enfin, j'ai ici Marc, consultant formateur chez Erin Formation. Je peux zoomer et dézoomer autant que je veux dans mes slides. Comment c'est possible? En fait, j'ai une image de fond. Je vais supprimer les autres. J'ai une image de fond. Ça, c'est juste pour faire joli. Je vais faire insérer. Et là, dans les liens, je vais trouver un zoom. Et je vais faire zoom de diapositive. Je vais trouver mes zooms de diapositive. Et moi, je voulais la 33, 34 et 35, les trois dernières. Génial. Faire plus de vidéos, c'était mettre là-dessus. Le téléphone, c'était là. Ah non, les faire plus de vidéos, c'était là-haut. Et ça, c'est ici. Bon. La taille n'est pas parfaite. Il va falloir que je réduise ma forme. D'accord? Et que je le fasse bien intégré sur les papiers comme si c'était écrit dessus. C'est pas très joli avec ces rectangles noirs. C'est pour ça que vous allez aller dans le menu zoom et faire arrière-plan du zoom. Vous allez désactiver l'arrière-plan de la diapositive. Génial, comme ça vous allez pouvoir mettre la taille qui est bien nécessaire pour l'affichage. Voilà. Et celui-ci, bah, il est à peu près correct. Vous pouvez bien évidemment faire pivoter un zoom. Il n'y a pas de problème. Ça pivotera sur votre vidéo, tout simplement. Enfin, sur votre animation. Regardez. Si je clique là, mon image pivote. Par contre, j'ai un écran noir sur le côté parce que mon image était terminée. Par contre, maintenant, si je clique, bon, j'ai les animations de ma slide, on en reparle juste après. Mais si je clique, ça quitte ma diapositive et ce n'est pas ce que j'avais tout à l'heure. C'est parce qu'en fait, pardon, je vais fermer tous mes menus. C'est parce qu'en fait, sur chaque zoom, ici, j'ai choisi un retour à la diapositive précédente. J'ai coché la case. La diapositive précédente, c'est celle-ci. C'est-à-dire que quand je clique, si je reclique, je reviens. La transition dure 1 seconde. Je pourrais la faire durer 2 secondes et demie. Attention que ça ne soit pas trop lent, ni trop rapide pour ne pas donner envie de vomir aux gens. Ben vous savez quoi? C'est à vous de jouer. Vous vous mettez sur votre slide, vous insérez un graphique, par exemple un secteur, une courbe, ce que vous voulez. Et après, vous allez pouvoir insérer cette slide-là en tant que zoom directement dans le rectangle qui est là-haut. Vous pouvez même insérer plusieurs graphiques. N'oubliez pas de supprimer l'arrière-plan du zoom. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez même modifier l'image directement du zoom et mettre par exemple une icône ou une photo de ce que vous voulez, j'en sais rien. Allez, hop, je vais mettre juste une petite icône de graphique, comme ceci. Regardez, j'ai une icône de graphique qui est là. Si je présente ma diapositive, ici c'est masqué, et quand je clique, je vais afficher mes graphiques. Zoom, modifier l'image, rétablir si on veut récupérer ce qu'on avait à la base. Voilà, je la mets bien en grand, en large.
ce titre-là, on n'oublie pas, dans le volet sélection, je le masque si je le veux pas. Je le garde parce qu'en fait, il me donne des titres de diapositives et c'est assez intéressant pour m'y retrouver, justement quand je fais des liens. Je regarde ma présentation, mes ventes. Et de l'autre côté, si jamais je change ça pour une icône, on va dire une icône, c'est plus simple, hein. Hop, le graphique. Elle va se changer et se remasquer. À vous d'essayer de vous amuser là-dessus. Vous allez pouvoir faire ainsi des tableaux de bord excellents. Le problème, si maintenant je clique, je vais finir sur cette diapositive-là. Pourquoi je reviens sur le graphique? Parce que ma diapositive est active. Elle fait partie de mon diaporama. N'oubliez pas de faire un clic droit et de masquer la diapositive. Elle ne sera pas affichée directement. C'est ce que j'ai fait pour mes 3 autres slides. C'est-à-dire que quand je vais cliquer là-dessus, je reviens. Et si je clique ailleurs, je quitte. Pardon, j'ai oublié de vous mettre le retour à la diapositive précédente. Là, je vois, je reviens, je peux regarder ce que je veux. Et si je clique n'importe où ailleurs, je passe à la diapositive suivante, c'est-à-dire la fin de ma présentation. Regardons juste ce petit texte-là, du texte des pubs. En fait, ce texte-là, il a une animation qui est très intéressante à noter et à connaître. Quand vous avez du texte, typiquement, j'ai fait une animation apparaître, mais j'ai modifié, j'ai dit que le texte allait s'animer, pas tout simultanément, mais par lettre, avec un écart de 0,1 seconde. Comme ça, chaque lettre apparaît l'une après l'autre, comme si j'étais en train de taper au clavier. Regardez, alors je pourrais même faire un bruit de machine à écrire, d'ailleurs je crois qu'il existe, voilà, machine à écrire en même temps. Je peux mettre un peu plus de temps pour taper au clavier. Et à chaque fois que je tape, ça fait le petit bruit de la machine à écrire. Pratique, hein. Alors voyons plus vite. Là, c'est presque des balles de fusil à ce niveau-là. À vous de pouvoir faire ce que vous voulez. Si vous ne voulez plus le texte directement, vous mettez aucun son. Et voilà. Vous avez ainsi l'intégralité des bases pour travailler sur PowerPoint vraiment tranquillement. Vous en saurez plus que la majorité des gens. Je vous invite à chercher, à bidouiller et à tester plein de choses. Je vous laisse une dernière petite sucrerie pour la route. On va insérer une forme de texte. Au revoir tout le monde et à une prochaine fois. Ce texte-là, je vais vous mettre une animation magnifique qui s'appelle rotation et je vous invite à l'observer avant de quitter la vidéo. Si jamais ça vous fait trop kitsch, n'oubliez pas, on peut très bien animer par lettres pour avoir quelque chose qui soit peut-être un peu plus sympa à regarder. Passez une très bonne journée ou très bonne soirée selon. À bientôt et apprenez bien.